Bonjour à tous, c'est Philippe Risoli. Je vous donne rendez-vous très prochainement au Passage des Artistes pour une interview avec Jazzia sur Arsène Radio, évidemment. Alors rendez-vous très rapidement, Jazzia et moi, quand le Jazzia. À très vite les amis. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Vous le savez, chaque semaine, j'arpente en votre compagnie un chemin artistique avec un invité du monde culturel. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios École de France, Philippe Risoli. Bonjour, bienvenue sur Arsène Radio. Bonjour ma chère Jazzia. C'est bien prononcé, hein, c'est même, il y a même un peu de groove. Je me suis entraîné pendant des heures, Jazzia. Alors, comment vas-tu, Philippe Risoli ? Je suis en pleine forme. Et toi, ça va ? Eh bien, écoute, tout va bien. Moi, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir. On va se faire une petite balade avec nos auditeurs à travers ton parcours. Est-ce que ça te tente ? En plus, il fait très beau. Écoute, a priori, c'est une balade que je dois normalement connaître, mais que je refais toujours avec plaisir. Eh bien, écoute, on va refaire. On va essayer de faire les choses différemment. Alors, moi, j'ai épluché un peu ton parcours. C'est toi qui... J'ai senti qu'on m'épluchait ces derniers temps. C'est ça. Ça donc fait toi. 2 ou 3 jours que je t'épluche. Ouais. Et j'ai appris qu'avant d'être à la télévision, tu avais pris une autre voie. J'ai pas pris une autre voie. Juridique, en tout cas, à l'époque. C'était un parcours universitaire, quoi. En fait, après le bac, je me suis inscrit en fac de droit à Paris 2, à Assas, et j'y ai fait ce qu'on appelle un master et une première partie de doctorat en propriété littéraire, artistique et industrielle. Ça, c'était ma spécialité. Mon master, c'était droit civil, droit des affaires. Et parallèlement, donc, à Assas, il y a une branche qui s'appelle l'IFP, l'Institut français de presse, où j'y ai fait également un master, donc là aussi en propriété intellectuelle avec les références les plus grands à l'époque. Je parle des profs, Emmanuel Durieux, Monsieur Albert, qui ont écrit plein de petits que sais-je sur le droit de l'info, etc. C'était mes profs, j'ai appris avec eux. Et toujours parallèlement, j'avais beaucoup de temps à l'époque, j'ai donc fait également l'ESAC, l'École supérieure d'animation et de communication. J'y pense parce que là, on est au studio École de France, et c'était un petit peu l'ancêtre de cet établissement où il y avait Alain Chabat, par exemple, qui était avec moi dans ma promotion, et d'autres. Donc voilà un petit peu pour le parcours qui m'a ensuite mené dans un premier temps à la radio. Et la suite, on va la voir. Et à la télévision. On fait comment pour bifurquer ? Parce que j'ai cru comprendre que je te voyais regarder, je crois que c'était toi qui voulais bifurquer tout de suite. Ça m'arrive, ça m'arrive aussi de bifurquer. Mais là, en l'occurrence, toi, on fait comment ? Parce que on connaît Philippe Risoli à la télévision, mais... de la fac de droit à la télé. Non, mais je t'arrête tout de suite, c'est que j'ai pas bifurqué en fait depuis le jour de ma naissance. Un scarabée est mort, non, ça c'est une chanson de Johnny. J'ai toujours été passionné par la télé, par la radio. Je regardais la télé à une époque où il n'y avait pas forcément d'image. Ça commençait à 16h30, mais moi, ou 17h. Moi, à 16h, j'étais devant l'écran, je voyais de la neige, ça faisait comme ça. J'attendais la grille, puis la pendule en forme d'escargot, puis Catherine Langeais, Jacqueline Cora ou Jacqueline Huette qui intervenaient après, et puis commençaient les programmes pour la jeunesse. Je fais partie de ceux qui ont vu Jean Nohain à la télévision. Moi, ça, pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais Jean Nohain, il est français, monsieur français, c'est un petit français. Mais c'était le petit train de la jeunesse, Gilbert Richard, enfin des noms qu'on ne connaît plus maintenant, mais qui m'ont vraiment donné le goût de la télévision. Et puis les premières séries, Zorro par exemple, avec Guy Williams, que j'attendais un jeudi sur 2, puisqu'à l'époque c'était pas le mercredi mais le jeudi. Ainsi de suite. Donc j'étais un passionné de télé, mais il se trouve que j'ai fait des études de droit, que j'ai adoré le droit, et le droit, le métier d'avocat par exemple, c'est aussi un métier de communication, tout comme j'ai fait
J'ai fait des années d'arts martiaux, de karaté, de taijitsu, dont je suis ceinture noire. Mais c'était la communication par le corps. Enfin, on retrouve toujours dans mon parcours l'expression sous toutes ses formes. C'est aussi la photo, c'est-à-dire c'est le côté l'œil qui regarde le monde. J'adorais faire des portraits. Pour commencer à rencontrer des gens de radio, j'y pense parce que malheureusement elle nous a quittés il y a quelques semaines, j'étais devenu un peu le photographe entre guillemets attitré de la comédienne qui s'appelait Marthe Mercadier, grande comédienne de théâtre de boulevard, qui a fait quelques films aussi, mais surtout connue au théâtre. Donc voilà, donc la communication au sens large du terme. Ouais. Et ensuite, donc il y a eu la radio. Alors j'ai commencé effectivement par la radio parce que j'étais passionné par la radio qui, entre parenthèses, m'a donné le goût des voyages aussi. Tu vas dire quel rapport entre la radio et les voyages. C'est que dans mon enfance, c'est-à-dire qu'au moment où je commence à écouter la radio, on est au début des années 60 et le transistor, et ce qu'on appelait le transistor, qui maintenant est complètement démodé aussi, mais le transistor était sur le point d'arriver, mais n'était pas encore tout à fait là. Alors on avait des gros postes, les derniers postes de l'après-guerre. Et sur ces postes-là qu'on allumait, qui mettaient 10 minutes à chauffer avant de commencer à entendre le premier mot de l'animateur ou du journaliste, il y avait plein de noms de villes à travers le monde. Alors on voyait New York, Washington, New Delhi, Moscou, Alger, Rabat, que sais-je encore, Calcutta, Caracas, enfin bon. Et moi je voyais ces noms et ces noms me faisaient rêver et j'avais bien compris qu'il s'agissait de villes un petit peu éparpillées à travers le monde, des villes d'où on pouvait écouter la radio d'ailleurs. Et je m'étais toujours dit il faudra que j'y aille un jour et depuis j'ai quasiment exaucé ce rêve on va dire à 75%, parce que sans avoir fait complètement le tour du monde, il y a encore des petites parcelles que je ne connais pas, mais j'ai quasiment voyagé un peu partout, effectivement, à travers le monde. Donc voilà, donc la radio pour moi c'était cette voix magique qui sortait de cette boîte, et au tout début, enfin j'étais tout petit quand même, je vous rassure, c'était pas il y a 6 mois, je me disais mais il est où le gars qui parle? Il est où? Et voilà, et j'avais vraiment envie de faire comme cette voix que j'entendais dans la radio. Donc c'est la radio d'abord et la télé ensuite. Et effectivement, après avoir fait des maquettes, là je vais te la faire courte parce que chacun a son parcours. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment où je raconte justement cette période-là de ma vie, mon passage justement d'étudiant à professionnel de la radio, comment ça s'est fait, avec tout le travail qu'il faut pour y arriver, mais aussi l'indéniable zeste de chance, parce que on peut bosser comme on veut. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent maintenant on peut y arriver. Non, il y a quand même c'est the right man in the right place. Il faut être là au bon moment. Je suis entièrement d'accord. Si t'es pas là, tu peux passer à côté d'opportunités. Moi, il y a des émissions que j'ai obtenues parce que la personne qui aurait dû les avoir n'était pas là ou n'était pas disponible ou n'était pas bon, etc. Il y en a d'autres qui ont obtenu des émissions que j'aurais dû avoir, mais parce que ou bien je les ai refusées ou bien je ne pouvais pas, je n'étais pas en mesure de les accepter. C'est ce qu'on appelle la chance. La chance qui ne te permet pas de rester, c'est le public qui te permet de faire une longue carrière, mais qui te permet d'accéder au poste souvent. La chance, les relations, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une grosse part de réseau dans ce milieu. Si je devais moi aujourd'hui te poser la question, quelle est la voix radiophonique qui t'a marqué le plus ? Ce serait laquelle ? Non mais il y en a beaucoup parce qu'évidemment là je suis plus tout jeune, donc j'ai connu différentes générations. D'abord il faut savoir qu'en radio tu avais je sais pas comment on les appelait, des animateurs, des disjockeys à l'époque, mais il y avait toute la première génération qui, là je suis vraiment plus bébé, mais vraiment tout jeune, c'était les Harold Kay sur Europe 1, c'était les Maurice Favière sur RTL, c'était les Maurice Biro qui étaient comédiens également, c'était les Jean-Yann et Jacques Martin, c'était voilà tous ces gens-là que j'écoutais. Alors la génération suivante est une génération que j'ai eu l'occasion de rencontrer, voire de travailler avec. C'est par exemple Jacques Pradel sur France Inter, qui pour moi est une des plus belles voix en matière de radio, mais il y en a eu pas mal. Mais à l'époque,
on ne mettait pas de visage sur celui qui faisait de la radio. Et on gardait le rêve, en fait, on continuait à fantasmer sur la personne. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, parce que maintenant, d'abord maintenant, on parle plus de radio véritablement, on parle de groupe, c'est-à-dire telle radio fonctionne avec telle chaîne de télévision d'ailleurs qui a plusieurs chaînes de télévision au sein de son groupe, qui a plusieurs stations de radio. Tu as des groupes où tu retrouves au sein d'une même structure, tu vas avoir la radio pour jeunes, la radio pour les amoureux, la radio pour les plus anciens, la radio, etc. Donc ça fonctionne plus exactement de la même manière. Mais c'est vrai qu'on recherche maintenant des gens... je dis malheureusement parce que je pense qu'il y a quand même si ce sont des métiers voisins, il y a quand même pas mal de différences entre faire de la radio et faire de la télé. On peut parfois faire les deux et avec talent. Il y en a, prenons par exemple pour moi un animateur comme Fabrice qui faisait partie des numéros 1 de la radio sur RTL. Fabrice, je le dis puisque je l'ai connu, je l'ai rencontré, j'ai même été son joker sur une émission qui s'appelait Casino Parade sur RTL. Quelqu'un pour qui j'ai eu vraiment une vraie admiration, mais j'ai une admiration pour lui en radio. Beaucoup moins en télévision. Oui. En télévision, il est passé un peu inaperçu. C'est un petit peu la même chose pour Jacques Pradel, dont je disais il y a quelques minutes que c'était pour moi une des plus belles voix de la radio. Son parcours télé n'est pas à la hauteur de son parcours radio. C'est dommage d'ailleurs. Mais l'inverse est vrai aussi. Il y a des gens de télé qui se sont essayés à la radio et ça ne fonctionne pas. Ou des gens qui font de la scène. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas comme ça les métiers. Il n'empêche que dans tout ça, il y en a quelques-uns qui ont la chance de pouvoir tout faire, de s'éclater lorsqu'ils le font. Prenons, je change un tout petit peu de registre, mais prenons un Patrick Bruel, par exemple. Un Patrick Bruel qui est tout à fait crédible en chanteur. Bon, il a une carrière magnifique, mais il est tout aussi crédible en acteur. Et il est tout aussi crédible, je dis ça parce que je me souviens justement à mon époque étudiant, je l'avais rencontré, Patrick Bruel, qui était absolument pas connu, mais qui jouait au théâtre, qui avait un tout petit rôle au théâtre avec Maria Pacôme. Et c'est là la première fois que je l'ai vu, la première fois qu'on a un petit peu sympathisé. Mais voilà, lui, il a le talent de tout faire, mais il y en a d'autres, ça fonctionne pas. Un Jean-Yann fonctionnait à la radio, fonctionnait encore plus au cinéma. Ouais. Un Jacques Martin a toujours eu... il a fait un film qui s'appelait Na, mais à part ce film qu'il avait produit, puis d'ailleurs qu'il l'a un petit peu légèrement coulé, on va dire, financièrement, je parle. Sinon, il se portait très bien, heureusement. Donc, un Jacques Martin n'a jamais percé au cinéma. Or, il aurait adoré ça. Et c'était pour moi, Jacques Martin est une référence. Le Jacques Martin des premiers... Je ne parle pas du Jacques Martin de la fin, qui devenait un peu une caricature de lui-même. C'est souvent le cas, d'ailleurs, de beaucoup d'animateurs dans ce métier. Mais c'était pour moi, il était brillantissime. Il avait la culture. En brainstorming, il était imbattable. C'est-à-dire qu'on pouvait le lancer sur une phrase et il pouvait retomber sur ses pieds sans aucun problème. C'est de ces gens-là, moi, que je me suis inspiré pour mener ma carrière. Et aujourd'hui, sur la nouvelle génération, s'il y avait une personne qui t'interpelle dans le domaine de la radio, ce serait laquelle? Est-ce qu'il y a encore des personnes, des voix à l'heure actuelle? Oui, il y a... Alors c'est vrai que maintenant, avec la multiplication des chaînes de télévision, j'avoue que je suis très branché les chaînes d'infos. Ouais. Tout ce qui est les BFM, les CNews, les LCI, les France Info, là je les cite toutes, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Là-dedans, j'ai mes préférences évidemment. Mais c'est vrai que le matin, je vois quand je traîne un peu, pour moi la radio est devenue vraiment un média du petit matin. C'est-à-dire quand je bosse, je dois me lever, c'est la radio, je l'écoute dans ma salle de bain, je l'écoute en prenant mon petit-déj. Je saute sur ma moto, je file. Bon. Quand j'ai plus de temps, j'avoue que je traînasse un petit peu plus devant la télé, devant les talk-shows, devant... Alors donc là, en même temps, je meuble un petit peu là et dans ma tête, j'essaye de chercher une voix. J'essaye de chercher une voix, mais, en tout cas, comme je me parle en même temps, donc c'est un peu... Non mais attends, j'essaye de voir qui est le matin, par exemple, si je prends sur RTL, mais là, je t'avoue, là, j'en suis resté à des voix
voix un tout petit peu plus ancienne. Oui, c'est ça. Attends, je cherche, et pourtant il y en a plein que j'aime beaucoup. J'essaye Europe. T'as pas des noms qui te viennent en tête? Je vais te dire. Là, moi, je vais pas t'aider du tout. Je vais trouver. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. On en reparle à la fin, voilà, on revient là-dessus. On le met entre tout à parenthèses. Moi, il y a une voix que je trouve sublime, malheureusement, qui est une voix qui s'est éteinte, qui est celle de Macha. Ah, Macha. Tu veux une petite anecdote avec Macha? Oui, je veux bien. Macha. Croustillante. Oh, croustillante, je sais pas. Non, mais quand j'ai commencé mon parcours, j'ai commencé sur Sud Radio, mais bon, là, je vais passer les étapes. Après avoir eu plusieurs expériences, je me suis retrouvé sur France Inter. On a travaillé avec Jacques Pradel dans une émission qui s'appelait Adrénaline, et je faisais speaker qui est un métier. Enfin, je faisais avec Jacques Pradel. J'étais reporter dans son émission le soir. Où j'avais lancé un truc qui s'appelait Est-ce qu'un rocker peut vieillir, et qui avait eu à l'époque au niveau de la radio un succès assez important. Tu avais reçu de grands noms de la musique à l'époque. Oui, bien sûr. Mais Macha, donc je faisais speaker et je disais France Inter, il est minuit, tout de suite on retrouve Macha Béranger, donc qui faisait une émission de confidence au cœur de la nuit que tout le monde connaît. Et puis Macha, qui avait quand même un penchant pour la jeunesse, j'étais quand même bien plus jeune qu'elle, et alors elle me regardait avec des yeux, alors peut-être que j'interprète un peu trop, mais c'est quand je la regardais, à chaque fois que je disais on retrouve Macha, je sais pas si on retrouvait Macha ou si moi j'allais la retrouver, parce qu'elle était dans le studio voisin, mais je la voyais d'où j'étais, mais c'était une femme assez originale, puis qui avait voilà, typiquement on parlait des grandes voix de radio, elle fait partie des grandes voix de radio. Et l'anecdote alors? Anecdote à propos de quoi? Mais de Macha, tu m'en as promis une là. Ah non, mais tu la connais, je te l'ai raconté. Je te l'ai raconté tout à l'heure, non, mais je la raconte pas. Alors, on enchaîne, Philippe Risoli. Oui. La télévision, Oui. Il y a eu des émissions de jeux, le Géopardy. Ouais. Géopardy en 89. Qui n'est pas le premier jeu. Mon premier jeu. À la télévision sur TF1. Oui, mais moi j'ai commencé ma carrière sur Canal+. Allez, alors vas-y, dis-nous tout. J'ai commencé ma carrière le 10 février 86. Je parle en télévision parce que oui. La radio c'est quand même France Inter, puis RTL, c'est pas rien quand même. Mais en télévision, ça commence sur Canal+ en février 86. Et je prends un jeu qui s'appelle Star Quiz. Ouais. Jeu qui obtiendra un 7 d'or, jeu de culture générale, où on demande astuce, humour, rapidité. J'adorais ce jeu. Et curieusement, mon producteur, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, lui non plus, en fait, c'était un malin, il avait pris Jeopardy, ouais. et il l'avait retourné à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de donner la réponse et de trouver la question, on posait la question, on donnait la réponse sur un grand mur d'images. Et c'était ça qui était innovant, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire j'en sais rien, moi, un candidat me disait tel sujet, par exemple, Henri IV pour 1000, et puis moi, je répondais en 1610. Il fallait qu'ils me disent en quelle année a été assassiné Henri IV. Ouais, voilà. Bon. Et donc là, ça c'était Jeopardy, et lui avait retourné ça a très très bien marché. Je faisais ce jeu jusqu'au jour où j'avais dit à Pierre Lescure, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire un show à l'américaine où je pourrais chanter, danser, passer de la déconnade totale au sérieux, c'est-à-dire un côté culture. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et il y a un show aux États-Unis qui s'appelait le David Letterman Show, et je voulais faire ça. Et Lescure m'a dit oui, et il a été question un temps que je sois l'animateur de Nulle part ailleurs, et puis ça ne s'est pas fait parce que Pierre Lescure, qui a eu totalement raison, m'a dit t'es trop proche des nuls, si tu déconnes avec eux, tu tiendras pas ton show, et si tu ne déconnes pas, on dira qui c'est ce petit con, finalement. Et donc Philippe Gildas a pris, et pendant toutes les années qu'on sait, et avec brio, Philippe Gildas, à qui des années auparavant j'avais envoyé des maquettes quand il était sur Europe 1, je lui avais rappelé d'ailleurs à l'époque, donc a pris Nulle part ailleurs, et moi j'ai pris la place de Philippe Gildas le midi, un talk show que j'ai adoré faire, je le classe vraiment dans mes émissions préférées, qui s'appelait Direct. Voilà, où je recevais, j'ai reçu de Gainsbourg à Jeanne Moreau, qui était ma marraine, tous les plus grands, quoi.
Donc voilà, et je faisais aussi le cinéma sur Canal+, avec un monsieur qui s'appelait Daniel Toscan du Plantier, qui était un producteur fort connu. Tous les vendredis soirs, je parlais cinéma. Voilà un peu pour mon début de carrière. Et quand je rentre sur TF1, c'est pas un jeu que je prends. Dominique Cancien m'a appelé, qui était la patronne des programmes à l'époque, m'a appelé en me disant « Je te veux sur TF1 ». J'y suis allé. J'ai fait une émission sur la santé qui s'appelait Viva la vie pendant 1 an, en 88. Et c'est à partir de là que j'ai pris ce premier jeu, Jeopardy. Ouais. Patrick Roy faisait le juste prix, Christian Morin faisait la roue de la fortune. Et Dominique Cancien a eu l'idée de nous réunir tous les trois pour faire une grosse émission de variété dont on parle encore maintenant, qui s'appelait Succès fou. C'était un clin d'œil aussi à un titre de Christophe, Succès fou, il nous avait donné l'autorisation. Produit par Guy Lux, avec qui par ailleurs j'animais des Intervilles. Bien sûr, et en 91. Exactement, 91, 92, j'ai animé pas mal d'Intervilles avec lui et d'autres, bien sûr. Et donc ça a été Jeopardy. Après, il y a eu un jeu qui vient de fêter ses 30 ans, là, il y a 3 jours, le 12 octobre 1991. On lançait avec la complicité de la Française des Jeux, Millionnaire. Tu vois, je vais te dire, tu sais, je disais tout à l'heure en début d'émission, il faut avoir de la chance. Alors, je vais te dire comment je suis arrivé au Millionnaire. C'est très simple. Il y avait un monsieur qui s'appelait Igor Alcan, qui lui aussi nous a quittés. Il était jeune, mais il faisait beaucoup. C'était un passionné de cheval et il a fait une chute de cheval. Il est décédé. Et c'était à l'époque un des patrons du côté média de la Française des Jeux, qui s'appelait d'ailleurs la Française d'Images pour l'occasion. Et lui avait demandé à pas mal de gens connus de la télévision. En 90, il y avait eu le mondial de foot au Mexique et il avait demandé à des gens de venir faire des pronostics. Mais c'était gratuit, hein, c'était pas rémunéré. Et la plupart l'avaient envoyé balader. Et moi, j'avais répondu. Et bien, le fait que j'ai répondu, il s'en est souvenu. Et quelques temps plus tard, il a demandé à ce que ce soit moi qui anime cette émission. Génial. J'ai refusé dans un premier temps. Pour quelle raison ? Et même dans parce qu'au départ, ça devait être une pastille de 5 secondes. Ouais. Et c'était un gagnant par jour, quoi, en fait. Et j'ai dit, moi, voir une roue tourner, je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne fais pas de l'animation pour ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc, j'accepte de le faire. Mais je l'ai raconté dans un livre qui a été coédité, qui s'appelait Les secrets du millionnaire, TF1, la Française des Jeux, où j'explique bien que je l'ai refusé à plusieurs reprises et j'ai fini par l'accepter en imposant, entre guillemets, dans la mesure où je pouvais le faire, mes conditions. C'est-à-dire que c'est un vrai format de jeu, c'est-à-dire 26 minutes. Il y a un vrai concept là autour du jeu. C'est que le concept, c'est qu'il n'y avait pas de concept. Ouais. Mais ça voulait dire que moi, j'avais une carte blanche. C'est-à-dire que les gens arrivaient, mais ne se contentaient pas de tourner la roue. C'est-à-dire que je faisais... En fonction de leur personnalité, j'essayais d'improviser un petit show avec eux. Et c'est comme ça que les gens se sont mis à chanter, à danser, à me lire des poèmes, à faire un tas de trucs, à se confier, à parler de leur passion et à parler de leur passion avec passion. Puis j'ai carrément monté un groupe avec Pierre Billon, vous savez, le pote de Johnny qu'on voit souvent. Enfin, je dis le pote. Là, je lui fais un petit clin d'œil à Pierre parce que je l'adore. Et oui, ils étaient très très copains, mais c'est surtout un auteur remarquable, hein, parce que c'est lui qui a écrit J'ai oublié de vivre, qui a écrit Femmes des années 80, etc. Pour Sardou. Donc voilà, et on a monté un groupe dans Millionnaire, et je l'ai fait pendant 10 ans Millionnaire, et pendant 5-6 ans, j'avais le groupe avec moi, et on chantait un tas de standards, etc. Donc c'est dans ces conditions que j'ai accepté de faire Millionnaire. Il y a eu malheureusement la disparition de Patrick Roy, et ça m'a conduit à arrêter Jeopardy et à reprendre le juste prix parce que Étienne Moujotte, qui nous a quittés récemment aussi, estimait sûrement que le juste prix était plus fort selon ses critères à lui que Jeopardy. Donc il y a eu ça, il y a eu Succès fou. J'ai aussi travaillé avec Arthur sur un prime qui s'appelait SVP Comédie, un autre qui s'appelait avec Gérard Louvain qui s'appelait Capital d'un soir. Donc oui, ça fait Les Animaux de mon cœur également tous les week-ends pendant plusieurs années. Donc ça a été une quinzaine d'années extrêmement bien occupées avant un arrêt brutal
notamment le juste prix. Et pour quelle raison? Parce que ça marchait très bien. Ça marchait très bien, même s'il y avait quand même par rapport à l'époque une légère érosion, ce qui était normal. Le jeu était à l'antenne d'abord par Max Meignier, ensuite par Eric Galliano, ensuite par Patrick Roy, ensuite par moi. Donc, et puis bien plus tard, il y aura même Vincent Lagaffe qui s'y collera. Mais ça c'est plus le même. Là, je parle dans la continuité. Sauf que, rappelle-toi, 2001-2002, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée de l'euro. Nous changeons de monnaie. Or, le juste prix, comme son nom l'indique, est axé sur des prix. Or, 2001-2002, le public ne domine pas du tout, ne maîtrise pas l'euro. Donc, il est complètement paumé. Je vais leur montrer, je sais pas, n'importe quoi. Six mouchoirs, mouchoirs, ils vont me répondre, ça coûte 6 000 euros. Quoi, ouais. Donc, ça n'avait plus aucun sens. Quoi. Ouais. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, on décide de l'arrêter, à ceci près que je devais prendre soit une variété. Alors, on m'a dit, oui, on t'avait promis la Starac. Non, on ne m'a jamais promis la Starac. Par contre, on m'avait promis une variété. Et il se trouve que la Starac est arrivée à ce moment-là, et c'est Nikos qui a été choisi. Ou sinon, une émission caritative le dimanche après-midi, qui finalement ne s'est jamais faite non plus. Donc, à un moment, vous avez le directeur des ressources humaines qui vous appelle, qui dit, non, mon petit gars, t'es bien payé, mais on ne te voit pas à l'antenne, donc merci, au revoir. Là, on est au début des années 2000, là, on est en 2002. La TNT n'existe pas, parce qu'elle arrivera vraiment en 2007, on va dire. Et je me retrouve un petit peu à la rue, quoi. Donc voilà. Et alors, il se passe quoi après, quand on a été sous les feux, les projecteurs, à la radio, à la télé, j'imagine que autour de cela, il y a un engouement, le public. On fait comment ça se gère, ce passage? Il faut essayer de bien le gérer, parce que c'est vrai que c'est l'effet domino, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'écroule, les autres suivent. C'est vrai que petit à petit, les portes se ferment. C'est là aussi, on se rend compte qu'on n'a pas que des amis dans ce métier, des gens qui sont parfois un petit peu jaloux de votre réussite, d'autres qui sont envieux, d'autres que vous pensez bien connaître, mais justement, vous les connaissez tellement, eux qui ont quelques responsabilités n'ont pas envie que vous veniez connaissant leur passé. Ceux que vous avez connus en tant qu'assistant, par exemple, moi j'en ai un qui a été mon chroniqueur du temps de Canal+, qui après a eu une fonction à qui je m'entendais parfaitement bien, avec qui on a eu une fonction importante, et j'ai appris qu'il faisait barrage pour que j'aille sur France 2, par exemple. Ouais. Mais je l'ai appris quelques temps plus tard, alors qu'on déjeunait ensemble et qu'on s'entendait bien. C'est un métier où c'est un peu comme en politique, quoi. Il y a parfois quelques vraies amitiés sincères, mais c'est assez rare. Pour le reste, un peu sans foi ni loi, quoi. On est amis quand ça marche, quoi. Et quand ça marche un petit peu moins, moi, il y a plein de gens qui m'ont effectivement tourné le dos. Alors après, il faut être bien entouré, parce que c'est vrai qu'on peut être plongé très vite dans une certaine solitude. Et moi, attention, il y a ceux qui ont fait 3 mois de télé. En plus, ils ont des problèmes financiers. Moi, c'était pas mon cas, puisque je sortais quand même de pratiquement 20 ans sans interruption de radio, de télévision. Donc de ce côté-là, ça allait. C'était pas vraiment mon problème. Mon problème, c'est d'une suractivité. Vous devenez parfois un peu inactif, quoi. Donc il faut surtout pas se laisser aller. Il faut faire un tas de trucs. Et moi, je suis revenu. Alors, je suis jamais revenu au niveau que j'avais atteint dans les années 90, qui était vraiment dans le top 10 des présentateurs, quoi. Mais je suis revenu suffisamment pour bien m'amuser, bien m'éclater. Par une publicité, on est venu me chercher pour France Abonnement. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai fait cette publicité. Ça a donné à la direction de Sud Radio l'envie de me rappeler. J'ai refait de la radio en 2010. Alors, je faisais une émission qui me branchait totalement, qui s'appelait Code Risoli, où je décodais quotidiennement l'actualité. J'avais une petite Christelle avec moi qui était mon assistante, et on était vraiment 2, et à 2 on se tapait tout le travail, hein. On faisait absolument tout, hein. Mais ça me passionnait, mais toute la grille a été chamboulée à la fin de l'année. On a tous été virés, donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fait là, et puis un ancien assistant m'a rappelé. Il avait monté une société de production et il voulait produire l'école des fans.
Et donc, je suis revenu sur Gulli, pareil, pendant 4 ans. Ouais. Mais là encore, et c'est marrant parce que c'est là où je dis, là, la changeouk, je vous dis, Sud Radio, ils ont fait sauter la grille, puis après, c'est toute la direction qui a changé. Malheureusement pour moi, sur Gulli, alors que je m'entendais parfaitement avec la direction, on a fait l'école des fans pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, la direction a sauté. Et la nouvelle direction ne trouvait que ce concept de l'école des fans était un peu trop marqué années 90, donc ils ont souhaité passer à autre chose. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que le théâtre est arrivé. Alors, avant de parler de théâtre, Philippe Risoli, moi, j'aimerais avoir ton avis, parce que tu as du recul. Aujourd'hui, nous sommes dans une école qui forme, donc Studio École de France, qui forme les futurs journalistes, les futurs techniciens, radio, télé, également les futurs animateurs, radio ou télé. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'intégrer ce milieu ? Je ne sais pas si c'est plus compliqué. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas énormément de chances de réussir, même s'il y a une multiplication des médias. Pourquoi ? Parce que quand on réussit, ceux qui réussissent, mais je ne crache pas dessus, puisque je l'ai fait en montant, cumule plusieurs postes. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des animateurs radio. Souvent, ce sont des animateurs télé qui font de la radio et qu'on emploie parce qu'ils sont identifiés. Et ils ont une notoriété. Ils ont une notoriété. Oui. Bon, mais ça m'est arrivé de la même manière. Bien sûr. Donc je vais pas. Bon. Donc voilà. Donc ça fait, c'est un peu le système de l'entonnoir. Mais je crois qu'il faut. Pour moi, il y a 3 données. Il y a d'abord le travail. Il faut absolument travailler et donner l'impression à ceux qui vous écoutent en radio, qui vous regardent en télé, qui viennent vous voir au théâtre, donner l'impression justement que vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire que c'est du divertissement à l'état pur, alors que derrière, vous avez travaillé comme un forcené. Donc voilà, mais il ne faut pas que ça se sente. Surtout, ça c'est primordial. La deuxième chose, il faut travailler, il faut avoir de la chance, c'est-à-dire se trouver là au bon moment. Ou connaître au moins au début la bonne personne, celle qui va vous donner un petit coup de pouce. Sans coup de pouce, et maintenant on dit ah oui, à l'époque des Brassens, des Brel qui étaient aux Trois Baudets ou je sais pas où, aux Deux Ânes ou je ne sais quoi, au Théâtre des 10 Heures. Ça n'existe plus vraiment maintenant. Enfin, dès l'instant où on a du talent, on est repéré. Oui et non. Moi, je pense quand même qu'on a besoin d'un petit coup de pouce au départ. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont énormément de talent et qui ne perceront jamais parce que justement, ils n'auront pas ce petit zeste de chance pour les aider. Et c'est bien dommage. Et ma 3e donnée, donc le travail, la chance. Et la 3e donnée, c'est le talent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire des claquettes pour être Fred Astaire. Il faut avoir le talent. Vous avez plein de jeunes qui ont envie de le faire, qui travaillent pour ça, mais le talent, malheureusement, c'est totalement injuste. Le talent, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et ça ne se travaille pas. Ça ne se travaille pas. Vous avez des gens qui vont... Enfin, ça se travaille après. Après, le travail va ajouter au talent. Voilà, mais il faut avoir une base. Voilà, il faut avoir, disons, des prédispositions au départ. Vous pouvez bosser comme un malade. Si vous n'avez pas le talent, vous serez... Moi, je me souviens d'un copain quand j'étais à la fac de droit. Il voulait être comédien. Il connaissait pas mal de monde. Il était plutôt beau gosse, donc tout allait bien. Il a réussi à décrocher des rôles au théâtre, mais le pauvre, il était mauvais voilà. Et il a eu beau avoir tous les pistons possibles. Et il a jamais percé parce que le public enfin, même les professionnels d'ailleurs ne l'engageaient pas. En revanche, il était passionné par ça. Ouais. Et c'est devenu, je ne dirais pas son nom, mais un des plus grands attachés de presse de Paris. Et ça, depuis pratiquement 30 ans maintenant. Ouais. Le type, il est dans les number one. Mais il vit pleinement et il est heureux. Il vit par procuration, on va dire. Je ne veux pas être méchante. Mais c'est vrai que c'est très souvent je dirais c'est pas le cas. Ça parce qu'on ne peut pas être heureux par procuration. Ouais. On est heureux ou on ne l'est pas. Oui, mais c'est vrai. Donc lui, il s'est totalement épanoui dans ce métier-là, ouais. parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui a compris qu'au fond, c'est OK, mais il n'était pas fait pour ça. Ouais. Bon, et je pense que moi je le vois quand évidemment j'ai un œil critique, mais quand je mange, je suis resté un spectateur de base, moi, spectateur, auditeur, téléspectateur. Je mange des heures de télévision. Je suis resté un peu comme l'ancienne génération. Je regarde pas ça sur mon smartphone. Moi, je regarde ça sur un écran de télé quand je suis chez moi. Voilà. Et donc, je détaille tous les jeunes journalistes qui arrivent. Je disais tout à l'heure que j'adore les chaînes d'infos. J'aurais aimé d'ailleurs faire un talk show comme ça, ou au moins y participer. Je regarde à peu près tout ce qui se fait et je vois tout de suite. Je
repère tout de suite la force de quelqu'un, je vois immédiatement sa faiblesse, mais même quelqu'un qui a du succès, je connais ses points, je les vois, je les sens parce que c'est ma vie, et que là maintenant j'ai suffisamment de métier en plus pour savoir ce que je regarde ou ce que j'entends. Au passage des artistes. Get a girl, get a boy. 1+1. Take 'em right down to the shore. 1+1. Give you all and give some more. 1+1. Let the music free your soul. Yeah, bunks and rungs. Swing with me through the light. Home if it's just one night. Home if it's just one night. Oh. We live for the beat. Baby, you're all I need. Baby, you're all I need. Tous les sons qui vont éclore. 1+1. De nos âmes multicolores. 1+1. Face à l'ironie du sort. Sans effort. Pourrait nous mettre d'accord. 1+1. Tu peux danser comme tu veux. Sous le soleil quand il pleut. Sous le soleil quand il pleut. C'est vrai si t'imagines. Every day's a holiday. Let the beat take you away. Let the beat take you today. Baby, this is magic. Si à deux on est plus fort. 1+1. Et si nos yeux brillent encore. 1+1. Je crois bien que je veux t'avoir. 1+1. Je suis sûr que je veux t'avoir. 1+1. Toutes les coordonnées de mon cœur sont données. De l'amour sont données. La nuit va s'en aller. Me laisse pas m'en aller. Me laisse pas m'en aller. So I'm taking you away. 1+1. Every day's a holiday. 1+1. Move your body, feel the sway. Grab someone. Every day's a holiday. 1+1. Every day's a holiday. Let the beat take you away. Let the beat take you today. Baby, this is magic. Tu peux danser comme tu veux. Sous le soleil quand il pleut. Sous le soleil quand il pleut. C'est vrai si t'imagines. 1+1. Let the beat take you today. 1+1. Tous les sons qui vont éclore. 1+1. De nos âmes multicolores. 1+1. Face à l'ironie du sort. Sans effort. Pourrait nous mettre d'accord. 1+1. Tu peux danser comme tu veux. Sous le soleil quand il pleut. Sous le soleil quand il pleut. C'est vrai si t'imagines. Tu peux danser comme tu veux. Sous le soleil quand il pleut. Sous le soleil quand il pleut. C'est vrai si t'imagines. Bienvenue sur Arsène Radio.